Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une île unique. Dans ce pays, les gens croient encore aux elfes. Ce pays a le plus vieux parlement existant encore au monde. Un petit pays certes, mais qui adore tellement la littérature qu'elle a produit énormément d'écrivains par rapport à sa petite taille et qui a même un prix Nobel de littérature. Un pays qui parle encore plus ou moins la langue des Vikings, parlée il y a plus de 1000 ans. Et qui a plus de 100 façons de désigner le vent. Un pays enfin qui n'a pas un Père Noël, mais 13 Pères Noël, qu'on appelle les Yule Lads. Eh bien ce pays c'est l'Islande, et si le reste de la vidéo vous intéresse, eh bien regardez ce qui suit. L'Islande est un pays d'Europe du Nord, d'une superficie de 103 000 km², ce qui fait à peu près la taille de la Corée du Sud. Le nom Islande vient de la terre glacée désignée par les Vikings. Elle a pour voisin à l'ouest le Groenland, avec qui elle est séparée de 284 km, et à l'est, son plus proche voisin sont les îles Féroé à 400 km. Étant donné que ces deux territoires sont sous la suzeraineté danoise, eh bien le voisin de l'Islande, c'est le Danemark. Intéressons-nous plus en détail à cette île. Eh bien, on constate qu'à l'est, vous avez en fait la mer de Norvège, puis au nord la mer du Groenland, enfin le détroit du Danemark qui justement sépare le Groenland de l'Islande de moins de 300 km, qui sont tous en fait des mers bordillères de l'océan Atlantique. À noter que la pointe nord de l'Islande est juste à quelques kilomètres en dessous du cercle polaire arctique. En fait, 40% du territoire islandais est composé des hautes terres d'Islande. Les hautes terres d'Islande sont une région composée de plateaux, de montagnes et de déserts inhospitaliers. C'est pour cela que la région est majoritairement vide. Sur ce territoire, vous allez notamment retrouver des glaces, des glaciers et des laves refroidies. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on retrouve sur le drapeau la couleur blanche qui représente les glaces et la couleur rouge qui représente l'activité volcanique. On voit que ces glaces couvrent à peu près 11% de la superficie de l'Islande et notamment 8% uniquement pour le Vatnajökull. Le Vatnajökull, c'est un glacier tellement important, il égale tous les glaciers d'Europe à lui tout seul. Le pic du Vatnajökull, c'est le Knadalshnökull à 2119 mètres. Mais on doit citer 3 autres glaciers qui composent l'Islande. On peut notamment annoncer le Hofsjökull à plus de 1700 mètres d'altitude, le Langjökull à plus de 1300 mètres d'altitude et le Mýrdalsjökull à 1493 mètres d'altitude. Ces glaciers alimentent en général des rivières glaciaires et on peut notamment nommer la Thursa qui est le plus grand fleuve d'Islande à 230 km ou l'Ölfusá qui est la rivière avec le plus grand débit. Le pays en fait est situé sur la dorsale médio-atlantique. Sur cette dorsale, ce sont deux plaques tectoniques divergentes, la plaque américaine et la plaque eurasienne, et l'Islande est la seule terre émergée de cette dorsale. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi en Islande, il y a énormément d'activités volcaniques. Il y a plus de 200 volcans en Islande, dont on peut citer notamment le volcan Hekla, qui est rentré 4 fois en éruption au XXe siècle, et bien sûr le volcan Eyjafjallajökull, dont vous avez certainement entendu parler en 2010, puisqu'il a perturbé le trafic aérien pendant plusieurs jours. À noter enfin que le climat de l'Islande est un climat subarctique, et grâce au Gulf Stream, la température par exemple à Reykjavik oscille entre -2 l'hiver à 10 degrés l'été, ce qui permet justement un peuplement qui serait plus difficile à ces latitudes. La population de l'Islande est de 382 000 habitants. En fait, le pays est composé de 94% d'urbains, alors que dans le passé, c'était un pays essentiellement rural. Donc c'est l'un des pays les plus urbains au monde et c'est aussi l'un des pays les moins denses au monde avec à peine 4 personnes au kilomètre carré. D'ailleurs, le 4e pays le moins dense au monde. Alors justement, dans ce pays très urbain, abordons les principales villes. D'abord, il faut nommer Reykjavik. Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande, qui veut dire la baie des fumées. C'est le centre donc politique, économique, financier, culturel de l'Islande. Elle regroupe 2/3 de la population de l'Islande avec 240 000 habitants. C'est d'ailleurs la capitale la plus
septentrionale de l'Islande. Elle a en fait été fondée par Ingolf Annarsson en 874 et elle ne comptait que quelques habitants jusqu'en 1776 lorsque le roi de Danemark accorda une charte pour faire de Reykjavik une municipalité. Au 19e siècle, elle va se doter d'abord d'une assemblée générale en 1845 et puis d'une maison gouvernementale en 1904. Dans les années 20, l'industrie de la pêche va prendre une importance cruciale pour la ville et enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville fut occupée d'abord par les troupes britanniques puis ensuite par les troupes américaines qui vont justement installer l'aéroport. Reykjavik va énormément bénéficier de l'exode rural du pays et c'est pour cela que vous avez aujourd'hui un cas de macrocéphalie puisque les 2 tiers de la population du pays y résident. En deuxième ville, vous avez Akureyri qui est la capitale du Nord, qui a seulement 20 000 habitants. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux. En fait, la ville fut fondée à la fin du XVIIIe siècle, en 1778, mais il va falloir attendre la fin du XIXe siècle, en 1862, pour que la ville profite de sa production agricole pour justement commencer à croître. Aujourd'hui, bien que la ville bénéficie du Gulf Stream, donc température clémente à cette latitude, eh bien, on voit que c'est surtout l'industrie de la pêche et aussi de l'high-tech qui joue un rôle incontournable pour la ville. Et enfin, il faut nommer Selfoss, qui se situe dans la 2e région agricole du pays, après Reykjavik, c'est-à-dire dans le sud. Alors, c'est la principale ville du sud et elle est aujourd'hui un centre régional de commerce et d'industrie légère. Concernant le découpage administratif, on voit que les 8 régions qu'on appelle des Landsvæði sont au nombre de 8. D'abord, vous avez la région de Reykjavik qu'on appelle Höfuðborgarsvæðið, qui est en fait la plus peuplée puisque effectivement elle regroupe le Reykjavik. Au sud de cette région, vous avez Suðurnes qui est en fait le sud-ouest, qui est la 2e région la plus dense du pays, mais qui est aussi la plus petite en termes de superficie. Sa capitale est Keflavik. Keflavik, en fait, c'est là où vous allez retrouver l'aéroport de Reykjavik. Ensuite, au nord de la région de la capitale, vous avez Vesturland et Vestfirðir. Alors, ces 2 régions différentes économiquement, même si géographiquement, elles se ressemblent. En fait, l'ouest de l'Islande est essentiellement composé de fjords et il y a très peu de terres basses agricoles. Donc, l'activité agricole ne sera pas prédominante dans cette région. Par contre, la pêche joue un rôle effectivement incontournable. La différence entre les deux, c'est que Vesturland étant plus proche de Reykjavik, elle est un peu plus peuplée. Par contre, Vestfirðir, qui est en fait la péninsule du nord-ouest, est l'une des régions les moins denses, les moins peuplées du pays. Elle est rattachée à l'Islande par un isthme de seulement 7 km entre les villes de Gilsfjordur et Vitrofjordur. L'activité principale après la pêche sera le tourisme dans cette région, puisque vous pouvez notamment visiter le parc national de Snæfellsjökull. La région est peuplée de 7000 habitants. Ensuite, vous avez le nord. Le nord est découpé en 2. Vous avez d'abord le Norðurland Vestra et le Norðurland Eystra. Alors, le Norðurland Eystra, c'est là où vous avez la capitale Akureyri que nous avons mentionnée. Et en fait, Akureyri, c'est aussi un cas de macrocéphalie au sein de cette région, puisque effectivement, plus des 2 tiers de la population de la région vit dans cette ville. Le Norðurland Vestra a pour particularité d'abriter le rocher de Víkseikur. Ensuite, à l'est, vous avez Austurland, qui fait partie de la 2e région la moins peuplée, la moins dense du pays. Elle est comme l'ouest composée de fjords, ce qui fait que l'activité va plutôt se tourner vers la pêche. C'est là aussi que vous allez retrouver un port qui permet une connexion avec l'Europe, puisque vous avez des bateaux qui permettent de transiter des passagers motorisés. Et on retrouve également la centrale électrique de Karanjuka. Vous avez pour ville principale Egilsstadir, qui est le chef-lieu de la région. Enfin, la dernière région, c'est le Suðurland, la région sud de l'Islande. On va retrouver la 2e plaine agricole du pays, c'est là qu'on va retrouver la Selfoss, mais vous avez aussi retrouvé, en dehors de l'activité agricole et de la pêche, comme d'habitude, eh bien, les lieux touristiques du pays. En fait, c'est là que vous allez retrouver la ville de Vík et sa plage noire. Vous avez Gullfoss, Strofo, qui est le parc du Geysir, et vous avez les glaciers comme le Mýrdalsjökull. Au niveau du tourisme, nous devons d'abord mentionner le cercle d'or avec Geysir, qui est connu pour ses geysers, en particulier Strokkur, que j'ai mentionné, qui jaillit régulièrement, mais aussi Gullfoss. Gullfoss, c'est une cascade impressionnante en 2 étages sur la rivière de Hvita. Ensuite, vous avez Reykjavik, comme je l'ai mentionné, avec ses musées, ses galeries d'art, ses boutiques, ses restaurants. On peut voir notamment le Hallgrímskirkja
Kirkja, qui est une église emblématique de Reykjavik avec une architecture distinctive. Ensuite, vous avez le Blue Lagoon, le lagon bleu, qui est un spa géothermique célèbre pour ses eaux chaudes riches en minéraux situé en milieu des champs de lave. Vous avez également le Jökulsárlón, un lac glaciaire parsemé de magnifiques icebergs flottants situés au pied du glacier du Vatnajökull. Le parc national de Thingvellir, qui est un site historique et géologique important où se trouve la vallée de Thingvellir, une fissure tectonique entre les plaques nord-américaines et eurasiennes. Vous avez le Landmannalaugar, une région montagneuse avec des paysages colorés de rhyolite et des sources d'eau chaude naturelle, idéale pour la randonnée et l'observation des aurores boréales en hiver, si vous comptez voir ces aurores boréales. Vous avez le Mývatn, une région lacustre dans le nord de l'Islande, connue pour sa beauté naturelle, ses volcans, ses formations géologiques uniques et sa vie sauvage. Vous avez la cascade de Seljalandsfoss et de Skogafoss, qui sont deux cascades impressionnantes sur la côte sud de l'Islande, accessibles facilement depuis Reykjavik. Vous avez la péninsule que j'ai nommée de Snaefellsnes, une péninsule diversifiée avec des paysages volcaniques, des plages de sable noir, des falaises et le volcan Snæfellsjökull au sommet glacé. Et enfin Vík, un charmant petit village sur la côte sud avec la plage de sable noir de Reynisfjara, les formations basaltiques de Reynisdrangar et les colonnes de basalte de Dýrafjallajökull. Alors concernant la langue, eh bien la langue officielle de l'Islande, vous avez bien compris que ce serait l'islandais ou ce qu'on appelle l'islenska. À noter que l'anglais est compris par 99% de la population. Alors l'islandais ou l'islenska, c'est une langue germanique du Nord. C'est une langue qui est en fait de type scandinave, donc qui se rapproche du norvégien, du suédois ou du danois. Toutefois, la compréhension mutuelle est très faible. Un danois, un suédois ou un norvégien aura énormément de difficultés de comprendre l'islandais. À l'inverse, un islandais instruit, et ils le sont, pourra très bien comprendre et lire ces trois langues. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces langues viennent du norrois. Et l'islandais est en fait du groupe du vieux norrois occidental, qui se rapproche du féroïen ou de quelques variantes du norvégien, tandis que le suédois et le danois viennent du vieux norrois oriental. Le norrois, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la langue des Vikings. C'est une langue qui a été quand même utilisée jusqu'au XIIe, XIIIe siècle dans la Russie kievienne. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'Ukraine. Et qui a énormément influencé le russe, le biélorusse, l'anglais, mais aussi le français via le normand. On peut notamment citer comme mots qui ont été influencés amer, carlingue, drakkar, flotte, auban, homard, houle, marsouin, qui, rorqual ou turbo. Donc l'islandais a beaucoup de caractéristiques de la langue viking ou de la langue parlée par les vikings au XIIe et XIIIe siècle qu'on appelle le norrois. Elle a donc du coup gardé une grammaire très complexe, mais elle a su faire preuve d'ingéniosité en termes lexicales. Parce que comme elle a été isolée pendant de très nombreux siècles, elle n'a pas emprunté autant de mots étrangers que par exemple ses consoeurs scandinaves. Et du coup elle a dû faire énormément recours à des néologismes. Au niveau bien sûr de l'orthographe et de la phonétique, la langue a évolué. Elle utilise d'ailleurs l'alphabet latin avec 4 lettres spécifiques que vous avez pu noter dans les lieux géographiques, notamment le A, E dans l'eau qu'on prononce I, vous avez le O tréma qu'on prononce comme un E, et vous avez un D barré qu'on prononce comme l'anglais that, et un B long qu'on prononce comme le Phi de theater. Ensuite, la répartition ethnique. L'Islande est un pays extrêmement homogène. Aujourd'hui, 87% de la population est islandaise. Il faut noter effectivement ensuite 13% d'expatriés, dont 5% de polonais. C'est pour ça que si vous prenez le bus à Reykjavik, c'est écrit en anglais, en islandais et en polonais. 1% des lituaniens et 7% autres, des autres européens comme les danois, les allemands, quelques américains, quelques indiens, quelques philippins également. Alors comment explique-t-on cette situation linguistique? Eh bien, là encore, c'est l'histoire qui va nous donner des éléments de réponse. Alors, l'Islande, c'est un pays qui a été très tôt cartographié dès l'Antiquité, puisque on peut mentionner Pythéas de Massilia, qui avait mentionné l'île sous le nom de l'île de Thule. Alors, on verra avec le Groenland, mais effectivement, l'île de Thule est une dénomination géographique très large qui recouvre d'abord l'Islande. Ensuite, l'île fut fréquentée par des moines irlandais en quête de méditation, en quête de solitude pour leur méditation. Mais du coup, l'île fut
véritablement exploité et colonisé par les Vikings en 874 par notre Ingolf de Anarsson. C'est la date bien sûr officielle que l'on a retranscrit, peut-être qu'il y a eu d'autres peuplements auparavant. Et pendant 60 ans, il y aura des colons venus de Norvège. Donc au final, le peuplement islandais, c'est tout simplement une majorité de Nordiques, de Norvégiens, mais vous avez également des colons venus d'Écosse et d'Irlande d'origine celtique. Alors la raison principale pour laquelle ces colons norvégiens vont fuir la Norvège, c'est qu'ils fuyaient en fait l'autorité centrale du roi de Norvège qu'on appelle Harald à la belle chevelure. Ils sont dans la pure tradition des anciennes sociétés germaniques d'Europe du Nord, reproduire une structure politique analogue qui en fait sera des assemblées juridiques de districts qui seront en charge de l'élaboration des lois. Cette assemblée, on va l'appeler les Ting. Alors c'est assez intéressant puisqu'on retrouve aujourd'hui par exemple le Parlement danois, ça sera le Folketing, le Parlement norvégien c'est le Storting, et bien pour l'Islande ça sera le Althing. Et l'Althing, on considère qu'il a été créé en 930 et c'est pour cela qu'on considère que le Parlement islandais est le plus vieux parlement encore existant aujourd'hui. Cet embryon de démocratie consiste en fait en l'assemblée de chefs locaux qu'on appelle des godars. En fait, la société islandaise est composée de fermiers, d'agriculteurs libres qu'on appelle les beydur. Et ces beydur, en fait, ont l'obligation légale de choisir un godi, les singuliers de godard, mais ils peuvent aussi changer librement d'allégeance. En 930, la société était composée de ces godards, 39 godards, qui vont chaque année se rassembler, édicter des lois et donc du coup un code juridique. Et pour le système juridique, ces godards vont choisir les chefs de famille comme juges, ainsi régler les différends puisqu'il y avait énormément de vendetta. Il faut noter enfin que les femmes et les esclaves malheureusement n'avaient pas de droit dans cette société. Finalement, l'Islande va s'ériger, alors certains appelleront comme un État, d'autres comme une société apatride, mais en tout cas auront ces structures pendant 300 ans qui vont l'encadrer et qui vont même lui permettre de coloniser par exemple le Groenland. En termes de culte, vous avez en fait la vénération par les Islandais des Æsir qui sont en fait des divinités nordiques que l'on retrouve. On constate que Thor était certainement la divinité la plus populaire, bien que Odin ait un niveau beaucoup plus élevé dans la mythologie islandaise. Et à partir de l'an 1000, à partir de la christianisation de la Norvège, eh bien, l'Islande va arrêter de vénérer et adopter le christianisme sous la décision de l'Althing. Avec le christianisme, l'Islande va également adopter l'alphabet latin. Et cet alphabet latin est très important puisqu'elle va permettre la rédaction des sagas, les fameuses sagas islandaises qui sont à l'origine de cette bibliophilie islandaise. Donc ces sagas, ce sont des récits de hauts faits d'ancêtres communs rédigés au Xe et XIe siècle et qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, les Islandais peuvent plus ou moins encore lire ces sagas. On peut citer notamment Snorri Sturluson, qui a été un écrivain de la fin du XIIe, début XIIIe siècle, qui a écrit le Heimskringla, qui relate notamment les aventures du roi de Norvège. Et comme l'islandais a très peu évolué comparativement à ses consoeurs, notamment le norvégien, eh bien, on dit que l'Islande est un peu devenue le conservatoire des antiquités scandinaves. Ensuite, économiquement, c'est une période très prospère pour l'Islande puisqu'elle va développer l'élevage ovin et bovin et ainsi, elle va développer sa principale exportation, le tissu filé, mais également la laine filée, en échange d'importations dont elle a énormément besoin pour cet élevage, que sont le foin et que sont le bois puisqu'ils ont défriché et qu'il n'y avait plus de forêt à disposition. À partir du XIIIe siècle, cette assemblée plus ou moins démocratique va avoir une concentration des pouvoirs et alors qu'on était à 36 godards, au XIIIe siècle, on arrive à peine 10 godards appartenant aux 5 mêmes familles. Donc finalement, on arrive d'un régime démocratique à l'Antiquité vers un régime oligarchique. Et cette oligarchie va avoir pour conséquence d'avoir un certain nombre d'hostilités, qui sont incessantes et qui amènent la population à être mécontente de ce système, de ce chaos ambiant. Et puis d'autre part, il faut noter la volonté du roi de Norvège de vouloir assembler toutes les anciennes possessions vikings, dont l'Islande. Et avec la pression du roi de Norvège, on arrive en 1262 à ce que l'île passe
sous la suzeraineté norvégienne. L'Althing va continuer, mais là en tant que tribunal, le code juridique islandais va continuer à s'appliquer, les principaux fonctionnaires royaux sont islandais, et puis vous allez aussi avoir un développement du commerce, le commerce de la pêche, du poisson, avec par exemple les Anglais, voire même les Allemands. Donc au final, c'est une présence norvégienne qui ne perturbe pas l'autonomie islandaise. Et puis ce boom économique bénéficie aussi de ce qu'on appelle l'optimum climatique du Moyen-Âge. En fait, vous avez entre 930 et 14e siècle un réchauffement climatique qui va bénéficier aux Vikings et qui va justement permettre aux Vikings de peupler l'Islande, voire le Groenland. À la fin du 14e siècle, on rentre dans un petit âge de glace, un âge glaciaire, et cela va avoir pour conséquence une pression démographique puisque les ressources vont s'amenuiser. Par conséquent, vous allez avoir un début d'épuisement des ressources par rapport au siècle précédent, suivi malheureusement de l'arrivée de la peste noire en 1402 qui va décimer les 2/3 de la population islandaise. Il faut noter que la population de l'Islande dépassera rarement les 70 000 habitants jusqu'au 19e siècle. En 1397, on verra dans la vidéo de manière plus précise lorsqu'on abordera le Danemark, la Norvège et la Suède vont signer ce qu'on appelle l'union de Kalmar. Dorénavant, le royaume devient un royaume scandinave. L'Islande, sous domination norvégienne, va faire partie de cette union pendant les 150 ans. C'est une nomination très lointaine, mais qui aura pour conséquence que cette union scandinave, elle est dominée par les Danois. Et les Danois vont récupérer ensuite l'Islande lorsque l'union de Kalmar va être dissoute. Cette union de Kalmar deviendra l'union de Danemark-Norvège. Et les Danois vont, à partir du XVIe siècle, de 1530, littéralement imposer la religion luthérienne. Le pays était catholique. Et quand je dis imposer, eh bien effectivement, elle va déporter un évêque catholique d'Islande. Elle va même décapiter un autre évêque catholique qui proteste contre la religion luthérienne. Et c'est ainsi que l'Islande doit adopter de force la religion luthérienne. Aujourd'hui, c'est un pays protestant. Par contre, le danois ne va pas s'imposer comme la langue liturgique. En 1761, une autre conséquence lointaine prise par les Danois, c'est que le roi Frédéric III va imposer la monarchie absolue au Danemark. Cette imposition de la monarchie absolue aura pour conséquence lointaine l'élaboration d'un noyau urbain à Reykjavik, puisqu'il faut effectivement représenter la monarchie absolue, l'autorité danoise, dans un pays qui demeure essentiellement rural. Économiquement, on voit effectivement d'autres mesures danoises d'imposer fur et à mesure cette autorité sur l'île. On peut notamment noter que le commerce, l'île comme le Groenland, l'Islande, va être fermé aux étrangers. Les relations commerciales de l'Islande vers l'extérieur seront canalisées, absorbée par la compagnie danoise d'Islande, qui en 1855 sera remplacée par des sujets danois. On voit effectivement que l'Islande ne va pas se développer, ne va pas profiter, puisque ce monopole bénéficie essentiellement aux intérêts danois, ou peut-être à quelques Islandais, mais pas à l'Islande dans sa grande majorité. Et puis malheureusement, l'Islande au XVIIIe siècle connaît un certain nombre de catastrophes, d'éruptions volcaniques, mais aussi d'épidémies, de famines qui vont décimer jusqu'à 20% de la population islandaise. C'est pour ça que la population islandaise ne va pas augmenter. Alors le tournant politique, finalement, plutôt qu'économique, sera en 1814 lorsque l'union entre le Danemark et la Norvège sera elle aussi dissoute. Alors le Danemark conserve sa suzeraineté sur l'Islande et vous avez une réorientation des priorités danoises vers l'Islande qui était effectivement peut-être oubliée. Et dorénavant, dès 1814, eh bien, 2 représentants islandais siégeront au Parlement danois. Puis en 1845, le roi Christian VIII rétablit l'Althing comme tribunal avec une élection uniquement réservée aux agriculteurs et aux fonctionnaires. Et puis son successeur Frédéric VII, qui est un monarque beaucoup plus libéral, va accorder aux Islandais un peu plus d'autonomie, mais finalement cette autonomie va s'effectuer au règne suivant, son successeur Christian IX, qui est pourtant un roi très conservateur, avec notamment l'adoption en 1874 d'une constitution qui permet à l'Islande et notamment à l'Althing, à son parlement, de retrouver un pouvoir législatif. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 1874, l'Islande peut élaborer ses propres lois. Et depuis 1874, l'Islande n'aura de cesse de demander ensuite le pouvoir exécutif qui va arriver d'une part en 1904, lorsque les libéraux arrivent au pouvoir au Danemark, où ils vont donner encore plus d'autonomie à l'Islande
l'Islande puisque cela faisait partie de leur programme. C'est ainsi que l'Islande, en 1918, va signer une union très importante. Alors, effectivement, ces avancées politiques très importantes pour l'Islande ne se traduisent pas forcément par une prospérité économique, puisque, effectivement, on voit que le monopole imposé par les Danois va asphyxier d'une certaine manière l'économie islandaise, et c'est ainsi que 15 000 Islandais, donc à l'époque ça représentait presque un quart de la population totale, va émigrer au Canada au 19e siècle. Économiquement, l'Islande dépend énormément de l'activité agricole, mais également de l'industrie de la pêche. Économiquement, l'Islande demeure un pays encore très peu développé. Alors, le développement économique de l'Islande va prendre un tournant important en 1904 lorsque l'Islande signe une plus grande autonomie avec le Danemark. Et effectivement, en 1904, vous avez cette signature qui permet à l'Islande, en ayant plus d'autonomie, de mener un certain nombre de politiques budgétaires, financières, qui vont notamment lui permettre de développer davantage son économie. Et puis, l'économie se développe aussi elle-même grâce au progrès technique, puisque par exemple, la pêche va se motoriser, va se moderniser, ce qui va augmenter les prises et ce qui va augmenter les revenus. Le pays va se moderniser, notamment il va être enfin relié au télégraphe, la fréquentation scolaire devient obligatoire, l'université Reykjavik est fondée en 1918. D'un point de vue démocratique, eh bien, il n'y a plus de restrictions en termes de déplacement et le droit de vote est élargi. Alors du coup, tout ceci, tous ces progrès politiques conduisent effectivement en 1918 à la loi d'union. Le Danemark est demeuré un pays neutre pendant la Première Guerre mondiale. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle décide de signer avec l'Islande effectivement une loi d'union. Donc, à partir de 1918, l'Islande n'est plus considérée comme une colonie, mais comme un État souverain, distinct, qui possède le même monarque, le monarque danois, aussi bien une union entre deux États souverains. Cette signature est un tournant considérable pour l'autonomie islandaise parce que, au-delà d'avoir effectivement une souveraineté, cet accord prévoit une révision dans 25 ans, donc 1918 plus 25 ans, ça fait 1943, et que si les négociations devaient échouer, eh bien l'union serait dissoute de juré et par conséquent, l'Islande obtiendrait l'indépendance. Mais on n'était pas encore là, mais à long terme, cette union signée avec l'Islande prévoyait une possible accession à l'indépendance. Alors, pendant l'entre-deux-guerres, la pêche se modernise, se développe. L'Islande va même vivre le contre-coup de la Grande Dépression, puisque sa demande en pêche diminuait drastiquement, notamment avec les marchés européens, et puis même dans les années 30, puisque le marché espagnol était un marché très important. Donc, on voit effectivement une augmentation du chômage. Et puis surtout, encore un autre tournant, ça va être l'occupation du Danemark en 1940 par l'Allemagne nazie. Ça va avoir une conséquence importante puisque de facto, eh bien, l'union entre l'Islande et le Danemark va être dissoute 3 ans avant la fin prévue. Mais il va falloir attendre la Seconde Guerre mondiale parce que entre-temps, effectivement, les Britanniques vont envahir l'île d'Islande, puis ensuite les Américains, au même titre que le Groenland, vont aussi envahir l'Islande pour effectivement sécuriser, pour éviter que les Allemands prennent de revers la Grande-Bretagne ou menacent les États-Unis. Alors l'arrivée de 50-60 000 soldats américains va effectivement avoir une conséquence inéluctable sur un pays qui est peuplé d'à peine 120 000 habitants. La première conséquence, ça va être effectivement linguistique, c'est pour ça que les Islandais sont parfaitement anglophones, mais aussi c'est un pays qui pendant des siècles a été isolé, rural. À partir du XXe siècle, développement de la pêche, entre autres, développement de l'éducation et des services, effectivement, on observe un exode rural. Et l'arrivée massive de ces Américains, qui construisent en plus un aéroport, qui construisent des bases, va complètement bouleverser cette petite société islandaise, notamment va réveiller un nationalisme islandais. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1944-45, eh bien, le Premier ministre islandais, le gouvernement islandais, puisqu'on était dans un État souverain, même si c'était une union, va organiser un référendum au cours duquel 98% des Islandais vont se prononcer pour l'indépendance. Et c'est ainsi que l'Islande va devenir un État indépendant en 1945. C'est ainsi que l'Islande va devenir une république où le président va remplacer le monarque danois. Une république avec un parlement unicaméral seulement depuis 1991, ce qui s'explique normalement puisque c'est un petit pays qui n'a pas besoin. Et dans ce parlement unicaméral de 63 sièges, les élections législatives sont organisées tous les 4 ans. Donc c'est un régime parlementaire où depuis l'indépendance, on voit un certain nombre de coalitions avec les mêmes partis politiques. En premier lieu, nous devons nommer le Parti de l'indépendance.
Alors le Parti de l'Indépendance a été créé en 1929 et comme son nom l'indique, le but ultime de ce parti politique, c'est d'obtenir l'indépendance de l'Islande. C'est un parti plutôt de droite, centre-droite. C'est un parti qui est eurosceptique, puisque c'est un parti de l'indépendance, et qui va, à toutes les élections, va obtenir le plus de voix. Ça ne veut pas dire qu'il était tout le temps au pouvoir. Parfois, les deux partis d'opposition coalisés pouvaient avoir plus de voix que lui et gouverner. Il a dominé la vie politique uniquement en menant une coalition le plus souvent avec le Parti du Progrès, qui est un parti agraire libéral de centre-droit, ou le Parti social-démocrate socialiste. Alors, c'est pour cela qu'on retrouve la plupart des premiers ministres depuis l'indépendance du Parti de l'Indépendance. On peut notamment noter Olafur Thors, qui a été Premier ministre pendant 7 ans et qui est à l'origine de l'indépendance de l'Islande, mais aussi des négociations avec l'OTAN. On peut nommer aussi Bjarne Benediktsson, qui est un Premier ministre important dans la modernisation du pays dans les années 60. Et vous avez enfin David Oddsson, qui est le Premier ministre qui a duré le plus longtemps, entre 1991 et 2004, et qui va avoir un rôle crucial dans la vie économique et politique moderne. Dans les partis d'opposition, il faut mentionner l'Alliance. L'Alliance, c'est un parti créé en 1999 qui résulte en fait de la combinaison du Parti social-démocrate et du Parti socialiste. Donc c'est un parti de gauche, centre-gauche, qui a notamment eu comme Premier ministre Johanna Sigurdardóttir, qui était la première Premier ministre femme de l'Islande et qui a été nommée en 2009 après la crise. Et puis, deuxième autre parti d'opposition qui est nommé, c'est le mouvement des Verts et de gauche. Et ce mouvement des Verts et de gauche, c'était aussi un parti de gauche, voire d'extrême gauche, avec notamment comme Premier ministre la deuxième Premier ministre femme, Katrín Jakobsdóttir, qui a été Premier ministre de 2017 à 2024. Son mandat a été notamment marqué par des politiques progressistes, notamment en matière d'égalité des genres, de protection de l'environnement et de réforme sociale. Puis vous pouvez noter un parti anti-système qui est le parti pirate. Alors vous voyez ici sur cette carte, effectivement, les élections législatives à partir de 1999, quand l'Alliance a été créée, et vous pouvez observer qu'effectivement, le parti de l'indépendance domine la scène politique jusqu'à 2007. C'est celui qui obtient le plus de voix, comme je le mentionnais, avec effectivement le parti progressiste, qui est le deuxième parti, et ensemble, effectivement, ils formaient une majorité du gouvernement. La césure va être 2009. Donc vous voyez 2007-2009, donc il y a eu des élections anticipées, effectivement, suite à la crise de 2008. Et là, vous voyez effectivement, pour la première fois, que le Parti de l'Indépendance n'est plus le premier parti et que l'Alliance obtient le plus de sièges possible. 2013, le Parti de l'Indépendance revient au pouvoir avec le Parti du Progrès. Puis en 2016 et en 2007, vous allez avoir deux élections anticipées en raison d'un scandale politique, d'une part, et en raison du Panama Papers qui met en responsabilité un certain nombre de politiques islandais. Et en 2021, c'était les dernières élections, vous voyez à nouveau le Parti de l'Indépendance au pouvoir avec le Parti du Progrès. Alors, je l'ai plus ou moins abordé, mais on peut l'étudier à nouveau dans le bilan économique, puisque vous avez 3 périodes. La première, c'est celle qui va de l'indépendance jusqu'à 1991, qui est marquée par 2 axes majeurs pour l'Islande. D'une part, la guerre froide, qui conduit l'Islande à être membre de l'OTAN dès 1949. L'île est stratégique aux yeux des Américains. Ils ne pouvaient pas la laisser neutre ou indépendante, donc elle va faire partie de l'OTAN. Et puis, économiquement, l'Islande va non pas faire partie de l'Union européenne, mais va faire partie de l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, avec la Norvège ou le Liechtenstein, on en reparlera. Mais elle signe en 1994 avec l'Union européenne l'espace économique européen qui permet à l'Islande de ne pas être membre de l'Union européenne, mais par exemple de participer au marché commun ou de faire partie de l'espace Schengen. De toute façon, il aurait été difficile pour l'Islande de ne pas faire partie de l'espace Schengen, sachant qu'il y avait déjà un espace de libre-échange avec les autres pays nordiques et qu'à partir du moment qu'en 1995, la Suède et la Finlande font partie de l'espace Schengen et de l'Union européenne, il ne pouvait plus y avoir de contrôle aux frontières. Donc, elle signe l'espace économique européen et finalement, en 2009, elle dépose après la crise de 2008 une demande d'adhésion à l'Union européenne, demande d'adhésion qui sera suspendue en 2013 et finalement retirée en 2015. Économiquement, on voit aussi que la période d'après-guerre, c'est une période
période où la priorité est donnée aux investissements et notamment un pilier de l'économie islandaise, ça va être la pêche. Et d'ailleurs, c'est la pêche aussi qui conduit les Islandais à ne pas faire partie de l'Union européenne puisque les eaux sont très poissonneuses et que l'économie islandaise dépend énormément de la pêche. En 1991, vous avez un tournant. C'est la fin de la guerre froide. L'île devient moins stratégique pour les Américains. Donc du coup, vous allez avoir moins de revenus liés aux redevances des bases américaines. Donc le Premier ministre David Hodgson va effectivement changer la donne alors que le pays était devenu un État-providence moderne, qu'ils avaient mené des politiques keynésiennes. Eh bien lui, il va adopter un virage complètement libéral. Il va notamment faire en sorte de diversifier l'économie, de libéraliser l'économie, notamment au secteur financier, aux technologies de l'information et de communication et du tourisme. L'Islande va diversifier son économie et on constate, d'après la Banque mondiale, le PIB de l'Islande en 1991, au début de ce mandat, était de 7 milliards de dollars et 17 ans plus tard, le PIB va tripler, va passer à 21 milliards. Donc c'est une réussite d'une part, puisque l'économie va énormément se développer, le pays va énormément s'enrichir, mais d'autre part, elles vont développer les inégalités socio-économiques et puis elle va rendre l'économie islandaise très dépendante des vicissitudes des marchés mondiaux de crédit. Exactement ce qui va se passer en 2008. En 2008, la crise de 2008 va avoir d'énormes répercussions sur l'économie islandaise puisqu'elle va frapper très durement l'économie. En effet, les 3 banques nationales vont être en faillite. Vous allez du coup avoir une nationalisation de ces banques et une commission d'enquête montre qu'effectivement un certain nombre de politiciens islandais sont impliqués, sont enrichis dans cette période faste d'avant la crise de 2008 et le Premier ministre de l'époque, Geir Haarde, n'a pas suffisamment alerté de la dérive et des dangers très probables que menait l'économie islandaise. Et c'est pour cela qu'on a en 2010 ce qu'on appelle la révolution des casseroles et des poêles où effectivement la population va manifester très fortement son mécontentement puisqu'effectivement au final c'est le contribuable islandais qui a dû renflouer les caisses de l'État. Il faut savoir que ces banques islandaises ont énormément spéculé et elles dépassaient même le PIB du pays. Elles ont également tiré des dépôts de l'étranger. Donc lorsque les banques ont fait faillite, eh bien, la Grande-Bretagne d'une part et les Pays-Bas d'autre part qui avaient des épargnants ont manifesté, ont demandé un remboursement de ces dettes qui n'a pas eu lieu puisque le président de l'époque a gelé. Cette affaire est allée même devant les tribunaux de l'AELE. Et au final, depuis 2008, l'Islande a mené des réformes économiques rigoureuses pour renforcer effectivement la régulation financière et le pays se remet petit à petit lorsque vous voyez sur ce taux de croissance, un taux de croissance qui était plutôt élevé avant 2008, elle chute pendant 2 années consécutives, moins 7%, moins 2%, puisqu'on est quand même une économie qui est plutôt petite et depuis vous voyez que l'économie repart autour de 4%, sauf effectivement au moment de la Covid. Il repart parce qu'effectivement le PNB par habitant est un PNB élevé, il est passé de 32 000 $ à 73 000 $ aujourd'hui, que le secteur primaire comprend toujours 5% du PIB, sachant que c'est un PIB qui est essentiellement dominé par la pêche. Vous avez effectivement un secteur secondaire qui va d'une part transformer ces produits de la mer en produits industriels, mais vous avez également l'industrie de l'aluminium, l'hydroélectricité, la géothermie qui permet notamment d'avoir à l'Islande un atout stratégique, c'est-à-dire une énergie abondante, renouvelable et peu coûteuse. On peut citer également les produits pharmaceutiques. Le secteur tertiaire est très diversifié, notamment dans les technologies de l'information et de la communication. L'Islande, en raison de son climat froid et de sa position entre l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est d'attirer en fait de grands groupes nord-américains, européens, en leur proposant d'installer leur data center, leur centre de données, puisque effectivement le climat froid permet à l'Islande de refroidir plus facilement ces data centers qui sont très énergivores. Le centre de données constitue aujourd'hui 6% du PIB. Il faut également noter le tourisme, 8%, 8 à 10%, les services financiers et bancaires développés depuis 1991, 5 à 10%, le commerce et le transport. Et par le transport, je peux d'abord nommer parmi les grands groupes Icelandair. Donc Icelandair, c'est effectivement, puisque l'Islande joue aussi sur sa situation stratégique entre l'Amérique du Nord et l'Europe, Icelandair va effectivement effectuer des liaisons aériennes entre les 2 continents. On peut également citer des banques comme Íslandsbanki et Landsbankinn, qui sont 2 groupes bancaires très importants. On peut nommer aussi Marel, qui est une entreprise de technologie alimentaire internationale spécialisée dans la fabrication d'équipements et de solutions pour l'industrie alimentaire. On a Össur, qui est une entreprise également dans le développement, la fabrication et la vente d'équipements médicaux, orthopédiques, notamment des prothèses et des orthèses. On a Eimskip, qui est une entreprise islandaise
islandaise de transport maritime de logistique, donc qui est un peu le pendant de l'Islander, mais sur les liaisons maritimes. Et pour finir, HS Orca, qui est une entreprise irlandaise de production d'énergie géothermique et qui fournit du coup l'électricité et la chaleur aux entreprises et aux municipalités pour un prix moins cher. Alors au niveau de la culture, je souhaite d'abord mentionner un certain nombre d'écrivains, on peut notamment nommer Jonas Hallgrímsson, ensuite Jon Thoroddsen, Johan Sigur Jónsson, Stein Steinarr et Gunnar Gunnarsson. Mais effectivement, la star des écrivains sera Halldór Laxness, prix Nobel de littérature en 1955, qui va écrire une quarantaine d'œuvres, notamment des poèmes, des romans, des pièces de théâtre, qui va, avec cette production littéraire importante même, modifier l'orthographe islandais, inventer des mots ou recourir à des mots familiers. Ensuite, vous avez Signon, qui est un écrivain, un poète et un parolier islandais, qui est aussi connu pour ses œuvres littéraires, qui va notamment collaborer avec Björk. Alors effectivement, Björk, l'islandaise la plus connue au monde, musicienne, chanteuse, compositrice, interprète, productrice et artiste que vous connaissez tous. Ensuite, vous avez Balthazar Kormákur, qui est un réalisateur, producteur et un acteur islandais. Il est notamment connu pour son film 101 Reykjavik, The Deep and Everest. Ensuite, vous avez Dagur Kari, qui est un autre réalisateur et scénariste irlandais, lui qui est connu pour Noid Albino et Virgin Mountain. Enfin, il faut nommer deux autres artistes, Olafur Eliasson, qui est un artiste contemporain, qui est connu mondialement pour ses installations et ses œuvres basées sur la lumière, la couleur et la nature. Et enfin, Hero, qui est un artiste pop art islandais. Concernant la gastronomie, effectivement, vous pouvez douter qu'il y a énormément de produits de la mer et vous avez parfaitement raison puisque le premier, c'est Arcal. Alors Arcal, c'est du requin fermenté pendant plusieurs mois. Il a un goût très fort et il est accompagné souvent d'un alcool local qu'on appelle le Brennivin. Vous avez Skyr qui est en fait un produit laitier. Alors techniquement c'est frais mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup au yaourt. Il est crémeux, riche en protéines et est souvent consommé nature ou avec des fruits. Vous avez le Pilsur qui sont les hot dogs islandais avec du porc ou du bœuf et on peut l'accompagner d'oignons, de moutarde ou du ketchup comme vous le souhaitez. Ensuite vous avez Plokkfiskur qui est un ragoût de poisson traditionnel avec du poisson blanc, des pommes de terre, des oignons, de la farine et du sel. Vous avez Anguillot qui est un agneau fumé servi souvent pendant les fêtes de Noël. Il est accompagné de pommes de terre également. Vous avez le Hartfiskur qui est du poisson séché. Alors généralement c'est la morue qui est consommée en encas. Vous avez le Svit qui est une tête de mouton bouillie, c'est un plat traditionnel qui sert avec des pommes de terre. Vous avez le Kjörtsúpa, qui est une soupe de viande islandaise avec de l'agneau, des pommes de terre, des carottes et des navets. Et pour finir, vous avez le Rugbrød, qui est un pain de seigle dense cuit dans des pots enterrés dans des sources d'eau chaude. Concernant le sport, il faut mentionner que l'Islande a participé à tous les Jeux Olympiques depuis 1936. Et il a remporté 4 médailles, 2 d'argent, 2 de bronze. Le sport national de l'Islande, c'est à la fois le football, puisqu'on l'a vu à l'Euro 2016, l'Islande est allée jusqu'en quart de finale contre la France, qu'elle a éliminé le tour d'avant l'Angleterre en 8e de finale. Mais on peut aussi mentionner et surtout le handball, puisque effectivement l'Islande, petite nation de 300 000 habitants, a été vice-champion pendant les Jeux Olympiques d'hiver, notamment mené par Olafur Stephenson et son entraîneur Guðmundur Guðmundsson. Ils ont ensuite organisé les championnats du monde de handball. C'est une nation importante pour le handball. Et effectivement, en raison de sa latitude, les sports aussi pratiqués sont les sports d'hiver, notamment le ski alpin, le ski de fond. Vous avez des sports nautiques tels que la pêche, la voile, le kayak, et puis un sport traditionnel qui est le glima, qui ressemble en fait à la lutte. Alors, pour finir sur l'Islande, que pouvons-nous dire? D'abord, nous devons mentionner effectivement le défi géopolitique. L'île a un intérêt stratégique depuis que les relations redeviennent houleuses entre les États-Unis et d'autre part la Russie. Un défi politique en matière de prestations de services. Certaines régions sont complètement dépeuplées, comme par exemple le nord-ouest ou l'est, et effectivement la question se pose de qui peut assurer, par exemple, un médecin dans une population qui est de plus en plus vieillissante. Les défis économiques, on a vu qu'à partir des années 91, l'économie islandaise a explosé, mais effectivement elle profite qu'à une minorité. Pourtant, c'est une société qui est très égalitaire, donc effectivement, cet enrichissement menace cette égalité islandaise, mais aussi une économie qui dépend énormément de ses ressources
ressources naturelles telles que la pêche ou la géothermie et qui la rend inéluctablement dépendante des fluctuations des matières premières. Les défis environnementaux, effectivement, alors le réchauffement peut être un atout puisqu'il va y avoir plus de terres arables disponibles, mais d'autre part, l'Islande connaît une activité volcanique très importante qui peut l'affecter et que à ce rythme-là, on considère que dans 200 ans, il risque de plus y avoir de glaciers en Islande. Et dans la gestion des flux touristiques, puisqu'on a vu que l'Islande dépend énormément de tourisme, et donc il va falloir trouver le lien entre d'une part cette gestion des flux touristiques, d'autre part la préservation des sites naturels. Voilà, et bien comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.